Bonjour à vous tous et bienvenue à Puissance au féminin. Et oui, quand je dis puissance, ça veut dire aussi puissant. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va peut-être amener quelques émotions, quelques convictions ou grandes convictions qui pourraient se faire aujourd'hui parce que le sujet d'aujourd'hui est poignant pour pas mal de femmes. La place des femmes dans la société d'hier à aujourd'hui. Et on sait que avec l'évolution, il y a eu une très belle grande évolution, beaucoup de progrès qui ont été faits par différents mouvements pour amener à ce que la femme puisse avoir sa place dans la société. Mais aujourd'hui, dans l'évolution qui se fait, est-ce qu'on continue à évoluer avec la place des femmes ou il y a une évolution qui est en train de se faire. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va aller voir avec nos femmes ici sur le plateau. Alors, je les présente à l'instant. Nous avons Louise Blais. Bonjour, Louise. Bien, bonjour. Nous avons Ariane Mignot. Bonjour. Bienvenue. Et Vanessa Fortin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Mesdames, j'aimerais ça tout d'abord parce que vous deux, vous venez aussi en tant que vous apportez votre expertise sur le plateau. Ariane, j'aimerais savoir, c'est quoi ton rôle dans la vie de carrière? Moi, je travaille au regroupement de femmes l'Abitibi-Témiscamingue. Mon poste à moi, c'est à la vie associative et à la mobilisation. Donc, on travaille avec les groupes de femmes partout sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue en concertation puis en action pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. OK. Ouais. C'était à propos sur le sujet aujourd'hui quand même. Oui, absolument, absolument. Et toi, Vanessa? Moi, je travaille pour le CALAX Abitibi. Donc, CALAX, qui veut dire Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, principalement, les CALAX, c'est sûr qu'on aide les victimes d'agressions sexuelles, mais on fait aussi de la lutte aux droits des victimes. Puis, on fait tout ce qui est prévention aussi des agressions sexuelles. Puis moi, plus précisément, au CALAX, je suis responsable de tous les services jeunesse et de toute la prévention. Oh, ouais, ça va être intéressant, ça, parce que on sait que ça part de loin, hein, le droit des femmes. On a lutté pendant longtemps. Et est-ce que vous pensez qu'on lutte encore? C'est-tu fini la lutte, là, ou? Non. Non? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout? Tiens, Louise, parle-moi donc de ça, toi. Parce que toi, tu viens... Oui. En fait, moi, je viens de l'éducation. Alors, j'ai eu différentes chaises au sein de l'éducation, différents postes, différents lieux dans la région aussi. OK. Et en fait, je voulais relever un peu l'historique et voir comment... les luttes qui ont été commencées durant de ce que je me rappelle, à maintenant, je vois que ce sont des luttes qui ne sont pas finies. Alors, c'est sûr que je me rappelle de la nomination de Mme Claire Kirkland-Casgrain, qui a été la première femme à siéger à l'Assemblée nationale. Et ça me rappelle qu'à cette époque-là, ma mère était impliquée en politique et moi, j'étais l'adolescente de la famille qui gardait mes frères et sœurs pour pouvoir, ma mère, assister aux réunions et tout ça. Et c'était vraiment une époque où les femmes qui étaient à la maison commençaient à sortir pour prendre des places un peu. Alors, puis il y a eu une politique à la Commission scolaire catholique de Montréal, à peu près au même moment, qui a mis fin à l'interdiction des femmes mariées d'exercer la profession d'enseignante. Oh, ça, c'est à quelle époque? Ça, c'était en 1962. OK. Alors, c'est sûr que là, c'était comme une étape parce que moi, j'ai côtoyé plusieurs femmes enseignantes qui ont dû arrêter leur profession parce qu'elles se sont mariées. C'est intéressant ce que tu apportes parce que il y a eu un épisode qu'on a fait il y a quelque temps. Vous allez le voir d'ailleurs. Vous l'avez vu sûrement. Et cette femme-là, c'est une entrepreneure.
Et elle était la première femme dans le métier qu'elle exerce au Québec à atteindre ce niveau d'entrepreneuriat dans ce domaine-là. Et elle a vécu des formes d'intimidation de ses employés hommes à cette époque-là, justement parce que elle avait le poste d'entrepreneur, donc haute direction, et elle s'est battue du fait que c'est quand même son entreprise. Puis elle s'est battue dans son entreprise pour avoir le respect d'être à la position qu'elle est. Fait que donc, c'est intéressant ce que tu viens d'apporter là. Donc, en 1962. Puis là, il y avait un frein au métier d'enseignante, à ce que je comprends, qui est un métier qui est à prédominance féminine aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Puis je me dis, imaginez si à l'époque, il y avait un frein pour être enseignante, est-ce qu'il y avait des freins pour d'autres métiers qui, à ce jour, sont encore à prédominance masculine? Ça devait pas être évident pour ces métiers-là non plus. Là. Effectivement. Effectivement. Raconte-nous donc encore tes notes, là. Un autre moment qui a été important, c'était la réforme, le rapport parent, qui a facilité aux femmes les études postsecondaires. Alors, je me souviens d'une anecdote. C'est peut-être pas gracieux pour mon père, mais c'était de cette génération-là. Moi, je voulais devenir enseignante. Alors, il fallait que j'aille aux études après le 5e... dans le temps, c'était la 11e année. Et mon père disait, pas besoin d'étudier pour changer les couches. Ah! Parce que c'était le modèle traditionnel encore à cette époque-là. Alors, là... On parle de quelle époque, ça? On parle de 1964, là. Ah oui! Il y avait encore ce discours-là que la femme est à la maison, elle change des couches, elle est dans la cuisine. Et oui, puis c'est ça, tu sais. Il disait... Puis c'était pas parce qu'il était un mauvais père, c'était de cette génération-là. Oui, c'est ça. D'avoir une pensée comme ça, là, de dire... Non, pas besoin de cours, pas besoin d'aller à l'école. Mais moi, je me pose la question, ça vient d'où cette pensée-là que les hommes avaient à une certaine époque? Est-ce que les femmes ont toujours eu la place dans la maison? Ou il y a des époques où la femme, elle était à l'extérieur et, tu sais, là, on parle du Québec, mais est-ce que dans l'histoire, il y a eu des places où la femme, elle avait un peu plus de liberté carriériste, on va dire ça comme ça? Bien, c'est sûr que c'était à une époque différente, mais tu sais, effectivement, il y en a eu. Il y en a eu au Québec aussi, tu sais, dans le temps de la guerre, tout ça. En tout cas, des entrées vers une possibilité, tu sais, de s'autodéterminer, là, tu sais, en tant qu'être humain dans une société. Pour les femmes, mais à la fin de la guerre, on leur a comme dit, OK, on retourne maintenant. Retourne à tes chaudrons. Retourne à tes chaudrons. Mais ça a donné, je pense, cette petite soif-là de... J'ai bien aimé avoir la liberté. Puis en tout cas, ça a quand même contribué au mouvement féministe, mais je pense que c'est aussi dû à certains systèmes de pression qui c'était bénéfique pour certains que ce soit de cette façon-là, qu'il y ait des rôles sociaux genrés. Fait que ça a fait en sorte que, en rapport de pouvoir inégalitaire, là, ça a demeuré comme ça. Puis c'est encore aujourd'hui, tu sais, on parlait, est-ce que c'est mené encore, ces luttes-là? Aujourd'hui, oui, mais différemment. Tu sais, c'est sûr que si on dit il y a eu équité dans les lois, mettons, l'équité salariale est une loi qui existe, mais qui n'est pas nécessairement appliquée. Fait que l'existence d'une loi fait pas en sorte qu'elle soit respectée. Et malheureusement, c'est pas toujours... punitif dans le sens où, on sait que moralement, ça se fait pas, mais c'est fait quand même et c'est accepté. Puis tu parles d'équité salariale. Tu sais, si on compare les métiers traditionnellement féminins versus ceux qui sont traditionnellement masculins, l'écart de salaire est encore vraiment là. Tu sais, puis on peut aussi comparer les stages. Souvent, les stages, les personnes qui vont aux études avec des métiers traditionnellement masculins, souvent, les stages vont être rémunérés. Par contre, en enseignement, en intervention, dans le milieu de la santé,
les stages sont pas rémunérés, puis on sait que c'est une majorité de personnes qui sont féminines. Quand on parle d'équité salariale, tu sais, il y a quand même, je trouve, une nuance à y apporter là, par rapport à ça. Puis on parlait des systèmes d'oppression, mais moi, je pense que la religion est une grande partie coupable de l'oppression des femmes et du fait que les femmes, ben vous restez à la maison, vous faites des bébés, puis c'est ça votre rôle. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a encore ça ancré en nous, ce qui fait que, oui, on a nos droits, sauf que là, en tant que femme, on a la pression de performer au travail, mais on a aussi la pression de performer à la maison. Donc, c'est comme si là, on est doublement... tu sais, je sais pas comment dire, mais tu sais, on a doublement de la pression à réussir à la maison et à réussir au travail. Fait que je trouve que ça vient... c'est comme si ça vient s'annuler un peu le pouvoir qu'on a repris. J'aimerais ça faire un petit pouce là-dessus. Oui. C'est qu'en 1968 est arrivée la loi sur le divorce qui autorise en même temps le mariage civil. Les mariages civils n'avaient pas été autorisés avant 1968. Là, avant, il fallait que le mariage soit catholique à l'Église. Ah, d'accord. C'est tard, 68. OK. Oui. Oui, c'est quand même pas si vieux que ça, là. Mais oui. Est-ce que à ce moment-là, tu sais, justement pour faire encore du pouce sur l'équité salariale, mais dans les domaines que tu nous mentionnes, c'est des domaines qui sont payés par Le gouvernement. l'État. Donc, ce qui veut dire que lui n'a pas adopté encore, endoctriné réellement ces apparences de. Exactement. On met une apparence, OK, voici les droits sur l'équité salariale, mais de l'autre côté, il ne donne pas l'exemple non plus. Exactement. Ben, c'est pour ça qu'on parle de reconnaissance, tu sais, de l'impact, tu sais, mettons, éducatrice, enseignante, tout ça, l'impact que ça a sur la génération de demain n'est pas à négliger. Tu sais, c'est un réel bon investissement que de mettre des ressources là-dessus. Puis, je pense que ce qui est demandé, en tout cas, des groupes, c'est une reconnaissance de l'importance de ces métiers, ces corps métiers-là qui sont, c'est ça, majoritairement féminins. Là. Est-ce que vous voyez que dans la forme d'équité salariale, est-ce que c'est plus dans un côté, un domaine qui est productif, qui rapporte de l'argent pour créer des investissements, va être payé plus cher que l'autre qui est plus une forme passive où on va créer des gens sur le marché du travail? Nécessairement. Là, j'ai l'impression que je prends toute la parole. Ça m'intéresse quand même beaucoup parce que je sors, moi, de l'école. OK. Fait que j'étais une stagiaire il y a pas longtemps, puis effectivement, c'est pas payant, là, tu sais. C'est vraiment un investissement que tu fais sur ta société pour qu'elle soit en forme. Moi, je crois beaucoup à la prévention qui fait en sorte qu'on aura moins à guérir plus tard, tu sais. Dans le système de santé, par exemple, si on mise sur la prévention des saines habitudes de vie ou des saines relations ou en santé mentale, tout ça, ben le niveau curatif va être beaucoup moins cher plus tard. Fait que c'est payant à long terme. On ne voit pas les impacts tout de suite. Puis c'est sûr que si tu vas faire un stage dans des domaines comme en ingénierie ou n'importe quel autre corps de métier dans les ressources naturelles, disons, industrie des mines et tout, c'est sûr que c'est payant maintenant. Tu sais, c'est de la nouvelle argent qui rentre, c'est productif, on est dans une société plutôt capitaliste, c'est valorisé, je veux pas. Tu sais, on voit les impacts tout de suite, puis on a l'impression qu'on met notre temps sur quelque chose qui rapporte à la communauté. Mais après, bon, je m'embarque pas là-dedans, c'est une vision de voir les choses. Puis, tu sais, souvent, je trouve que dans les métiers traditionnellement féminins, ils vont dire, ouais, mais c'est la vocation. C'est comme si, pas pour, tu sais, un peu pour nous faire dire, ah, c'est vrai, c'est moins pire. Fait que, mais c'est vrai que, tu sais, je me rappelle pendant la pandémie, là, notre cher premier ministre, il parlait des enseignants et c'est la vocation. Puis là, tu sais, on dit pas ça des métiers traditionnellement masculins. Fait qu'on dirait que c'est comme pour nous
nous faire dire, ben, tu sais, c'est ça, là, pour... C'est ta mission d'être là. Ben, puis en plus, nous, les femmes, on a été beaucoup socialisées dans le prendre soin, que c'est toujours été valorisé de prendre soin des autres, être empathique, être à l'écoute. Donc, ils ont, tu sais, le fait... Mais ça paye pas le loyer, ça, par exemple. C'est vrai, ça paye pas le loyer, mais c'est comme s'ils essaient un peu de nous manipuler en nous faisant croire que c'est donc notre vocation. Mais comme tu dis... Une chance, vous êtes là, hein? Merci. Merci, c'est vraiment un don de soi, etc. Mais comme tu dis, tu sais, moi, je suis mère monoparentale avec 2 enfants. J'aime ça, pouvoir payer mon loyer puis mon Mais tu sais, tu parles de vocation. Mais on peut parler de vocation à un médecin. On peut parler de vocation, mais combien qui sont payés? La vocation prend un peu le bord quand justement il y a une reconnaissance. Exact. C'est un choix de métier rendu là. Oui, c'est ça. Fait que donc, on voit qu'il y a encore de la lutte qui est perpétuelle, qui est là pour ses propres convictions. Tu sais, on peut, tu sais, on en voit justement passer qui ont des convictions derrière. C'était pas stagé. C'était pas là. Mais oui, non, c'est ça. Puis, ça s'arrête là. mais tout de même, je pense quand même. Puis encore, c'est dans mes études de la chose, fait que Louise pourra peut-être m'indiquer comment ça se passait avant, mais j'ai l'impression que les luttes et la mobilisation est pas comme dans les années 80, 90, 70. Oui, ça serait intéressant de voir avec toi, Louise. Ben, en fait, je voulais vous glisser un petit peu les congés maternité, là. Avant de répondre à ta question, c'est que ça a été instauré en 1971, les premiers congés maternité, et c'était au niveau du régime fédéral. Mais quand on était en congé maternité, j'ai vécu l'expérience, quand on était en congé maternité, il fallait... le congé était de 17 semaines, il était rémunéré à 60 %, mais il fallait être... on n'était pas garanti de retrouver son emploi si on prenait un congé maternité. Okay. Alors, j'ai vécu l'expérience. Il fallait... Moi, j'ai accouché un 10 avril... Mais il fallait que le 15 mai, je sois au retour au travail pour être sûre d'avoir mon poste l'année d'après. Fait que c'était vraiment limité, là, si on pense aux beaux congés de maternité actuels et qui ont évolué aussi, qui ont maintenant des congés de parentalité aussi, là. C'est pas juste pour les mamans, là. Alors, je trouve que c'était bien, mais je reviens à ta question, c'était de ben, les luttes s'organisaient autrement avant. Ah oui, mais c'était tellement fort à l'époque. Moi, j'ai fait beaucoup de grèves à plusieurs époques. Et on a eu la première convention collective négociée dans le secteur public qui prévoyait les congés de maternité et de parenté à 1978. Et il y a eu tellement c'était tellement gros, là, on passait des journées. Mais là, on voit comment il y a eu des femmes qui ont perdu dans les dernières négociations, les gens qui ont été comme 30 jours en congé, tandis qu'ici, à Amos, les femmes avaient pris juste 8 jours pour revendiquer. Et ça démontre encore comment il faut se battre pour avoir des meilleures conditions. Est-ce que vous pensez que, là, je lance cette question-là, on va aller à la pause, puis préparez vos questions dans le public parce que j'arrive à vous. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on a réussi à obtenir le droit d'aller travailler, hein, la permission de dire « j'aimerais avoir une carrière », donc femme de carrière, mais en même temps, si tu veux des enfants, ben faut aussi que tu sois productive à la maison. Donc, ceci dit, est-ce que l'État, qui est plus patriarcat, démontre un aspect où tu as fait le choix d'aller travailler, mais si tu veux avoir une famille, ben faut que tu sois aussi productive à la maison que tu l'es au travail. Puis le mari, lui, dans sa tête, il pense quoi là-dedans? Fait que je vous laisse réfléchir à ça.
Ça bouille déjà. Nous, on s'en va à la pause. Ça bouille déjà. On s'en va à la pause. Et tout de suite après la pause, on va aller voir si le public a des témoignages ou des questions pour le panel. À tout de suite. Alors, on va aller voir dans la salle. Caroline, est-ce que nous avons des questions? Oui, une question ici. Bon, une question, constatation. C'est à propos du mot féminisme et être féministe. Je vois que ces mots-là ont une connotation très négative, même auprès de beaucoup de femmes. Alors, je trouve ça important pour moi et pour d'autres ici aussi qu'on clarifie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le mot féminisme et d'être féministe. Merci. Donc, féministe, le mot féministe et être féministe, est-ce que c'est la même signification? Parce que, comme la dame dit, ça peut venir chercher de façon négative autant les femmes que les hommes, le terme féministe. Et peut-être que ça fait peur à certaines personnes. Moi, je l'entends beaucoup. Tu sais, j'ai la chance d'aller dans les groupes scolaires au cégep. Puis justement, au cégep, dans un cours de sociologie, je vais vraiment parler de féminisme. Puis tu sais, souvent, au début du cours, tu sais, il y en a qui disent « Ah, les féministes, moi, je suis pas féministe. » Puis finalement, à la fin de la rencontre, quand je leur demande qui est féministe, ben finalement, tout le monde lève la main. Okay. Parce que c'est ça, on a souvent une image de femmes frustrées qui haïssent les hommes. Le féminisme, c'est l'équité entre les hommes et les femmes. Donc, qui n'est pas pour l'équité entre les hommes et les femmes? Donc, souvent, ce mot-là a vraiment été associé avec, tu sais, l'hystérie, tu sais, les femmes qui sortent défendre leurs droits. Tu sais, souvent, tu sais, les féministes, les ci, les ça, mais être féministe, c'est positif, là, en fait. C'est aussitôt que tu es pour l'équité, puis là, je n'aime pas égalité, parce que c'est deux termes qui sont différents. Donc, pour l'équité entre les hommes et les femmes, ben, t'es féministe. J'ai été élevée par deux personnes très féministes, mais à un certain moment dans ma vie, je me suis pas considérée féministe. Puis ce qui est fou, considérant le métier que je fais aujourd'hui, tu sais. Mais j'étais là, ben, c'est peut-être plus de l'humanisme, du socialisme. Mais en fait, il me manquait des informations. Il fallait que j'aille puiser dans ce que c'est le féminisme. Pourquoi c'est le féminisme et pourquoi il existe, du moins à mon sens, c'est parce qu'il est porteur d'une histoire. Les femmes ont vécu des luttes. C'est un mouvement social qui s'inscrit aussi dans son histoire. C'est pour ça qu'on ne parlerait pas d'humanisme. C'est parce que c'est d'une reconnaissance des enjeux propres aux femmes dans la société. Je pense que le féminisme, par contre, est un enjeu de société. Il concerne tout le monde. Mais je comprends qu'il y a eu une dissociation du mouvement parce qu'il y a eu ces vagues aussi, hein, tu sais. Puis je pense que ma lecture du féminisme est aujourd'hui pas celle que de ma grand-mère, mais qu'on avait quand même les mêmes besoins. Puis c'est qu'on était dans un contexte social différent, tout simplement. Il y a eu un féminisme qu'on a accusé, peut-être avec raison, en fait, d'être très blanc. Fait que maintenant, on est dans un féminisme très intersectionnel où on essaie de reconnaître qu'il n'y a pas nécessairement égalité entre les femmes elles-mêmes. Fait qu'il faut reconnaître ces enjeux-là spécifiquement où, quand on était à demander des droits pour les femmes, il y a surtout aux États-Unis, mais des mouvements de femmes noires féministes qui se sont pas du tout reconnues, qui étaient là pourtant, vous êtes supposés rassembler toutes les femmes. Fait que je pense que c'était une grosse question. Mais je comprends la dissociation. Moi-même, tu sais, quand j'ai appris à me connaître, je me suis posé la question, mais je pense que le mot est encore très, très important. Oui. Pour toi, Louise, comment tu l'interprètes, ça? Bien, moi, je rejoins là, mes consoeurs. Là, vraiment, il y a cette inquiétude actuelle que j'ai. Quand on dit les femmes auraient dû élire Kamala Harris, bien,
les analyses démontrent qu'il y a dans les groupements de femmes 2 visions encore. Il y a encore une vision qui est aller à l'avant pour les droits des femmes, l'égalité, et la vision qui dit on devrait être plus traditionnel, plus vers l'économie, plus... Alors là, même entre femmes, on a des groupes de femmes à disparité. Là. Alors, je pense que le regard actuel est que c'est que oui, il faut continuer à défendre les droits, mais il ne faut pas non plus diminuer que d'autres femmes pensent autrement. Alors, il faudrait voir que ça existe et c'est sociétal. Tu sais, Oui, effectivement. la démocratie fonctionne à ce qu'on n'ait pas une seule vérité. Hein? Fait qu'il faudrait pas non plus embarquer dans ce système-là où on impose un système de pensée aux femmes. Oui. Mais là, tantôt, on parlait des hommes alpha, là. Mais je pense que ça suit le courant aussi actuel, là. Bien, c'est sûr que on va en parler justement dans le troisième segment, justement, on va parler du côté, il y a les féministes, mais il y a un mouvement qui s'appelle le masculinisme aussi. Donc, on va en parler dans le troisième segment, puis je vois déjà Ariane qui fait des yeux qui nous parle. Elle nous parle. Mais on va te laisser décanter, Ariane. C'est bon. Mais j'aimerais qu'on revienne, justement, et merci pour la question dans la salle, une question très pertinente. Maintenant, revenons à la question initiale. Est-ce que l'État a dit, à un moment donné dans l'histoire, tu veux aller sur le marché du travail, mais tu as tes responsabilités à la maison, donc tu dois être aussi productive d'une place à l'autre? Moi, je pense pas que c'est l'État qui a dit ça. OK. OK. Je pense que en 1980 est arrivée la loi 89 qui a établi l'égalité entre les époux. Alors, à quel niveau c'était? C'était dans la gestion des biens de la famille et pour l'éducation des enfants. OK. Mais, un peu comme tu disais tantôt, ce n'est pas parce que les lois sont établies que dans la société, ça se vit. Alors, dans cette loi-là qui permettait l'égalité entre les époux, ben, la femme, elle pouvait garder son nom de fille. C'était nouveau. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à enseigner, j'avais un nom de famille qui fait que des fois, je rencontre des anciens étudiants qui m'appellent Madame telle. Et les femmes pouvaient choisir leur lieu de résidence à ce moment-là. Mais ce qui est arrivé aussi, et moi, en tout cas, ça m'a touchée aussi, là, que les conjoints, les époux sont conjointement responsables des dettes de la famille. Alors là, je me disais, mon Dieu, comment ça qu'on a mis ça dans la loi? Puis, on pouvait, à ce moment-là, permettre la transmission du nom de la mère. Alors, c'est à partir de cette époque-là qu'on a rentré des, je sais pas, rois bergerons, et c'est que le nom de famille, de jeunesse, elle peut porter les deux noms à ce moment-là. Oui, à ce moment-là. Okay. Alors ça, c'était une nouveauté, là, mais vraiment pour rappeler que c'est pas parce qu'une loi s'est établie, et moi, je pense pas que c'est le gouvernement qui a dit les femmes faites ça et faites ça. C'est dans le fond, c'est dans la culture, ou c'est peut-être nous, les femmes, qui nous sentons de nous-mêmes comme obligés de performer à deux niveaux. Oh, que c'est intéressant, ça! Ouais. Mais le thème inhérent à ça, c'est vraiment la charge mentale. C'est ce que j'allais dire aussi. Tu sais, on a ce droit-là, cette liberté-là, ce besoin-là, je pense, de travailler, en tout cas du moins certaines. Mais on a beaucoup, beaucoup intériorisé des standards de réussite au niveau de la famille. Puis on se dit que si on le fait pas, ça sera pas atteint. Fait que, tu sais, je sais pas, moi... on parle souvent, là, c'est sûr que c'est dans un contexte très hétéronormatif, là, mais tu sais, un couple, homme-femme, faire la vaisselle. Hey,
c'est comme ça, c'est pas bien lavé, là. Fait que je vais le faire. Ça va être plus simple de même, je vais le faire. Je vais le faire, ça va être fait à ma manière. Ouais, elle s'en prend parce que c'est pas à son goût. Oui, ben en tout cas, du moins, je pense que il y a beaucoup de là aussi. Peut-être que je veux pas dire que c'est la faute des femmes. Je pense qu'on devrait partager cette charge mentale-là un peu plus. Parce que, veux pas, il y a une foule d'années qui s'est... de cette habitude-là, ou que finalement, peut-être que certaines personnes se sont dit « Bon, on va le faire comme je le fais. De toute façon, ça va tout le temps finir par être propre pareil. » Fait qu'il faudrait peut-être rééquilibrer cette charge mentale-là. C'est la charge aussi au niveau de l'éducation. C'est dans les tâches domestiques. C'est aussi au niveau de l'environnement. C'est souvent les femmes aussi. Mais tu sais, d'un autre côté, il y a des charges. Là, j'ai les tâches domestiques, mais les tâches à la maison de, je sais pas moi... Les rendez-vous. Non, mais oui, ben ça, au niveau des femmes, mais au niveau des hommes, il y a beaucoup la cour, la maison, les réparations, le char. La neige. La neige, oui, on le rappelle souvent. Fait que je pense qu'ils ont des charges aussi. Faut quand même pas dire qu'on a toutes les charges, tu sais. Puis on dirait que je reconnais cette habitude-là de faire, ben, tu sais, le char, tu peux-tu checker ça au lieu de s'en occuper nous-mêmes, là, tu sais. Donc, on se décharge sur certaines choses qu'on veut pas faire ou qu'on veut pas avoir la responsabilité là, mais on se prend peut-être le double sur d'autres choses. Exact. Ouais, parce que là, je veux nuancer. Ça veut pas dire que il y a encore, je pense, une oppression qui est faite sur les femmes, là. Mais ça nuance un peu quand même pour dire que il y a un certain partage quand même qui est là. Ben, puis si je peux rajouter, tu sais, si on parle de charge mentale, tu sais, c'est sûr, toi, t'as pas d'enfant encore, mais moi, je me rappelle quand j'ai eu ma première fille, il y a pas si longtemps, on arrive dans le bureau du médecin, puis il nous donne le mieux vivre, là. C'est un manuel sur comment faire avec ton enfant, genre de 0 à... Puis, tu sais, il y en a qui deviennent anxieuses parce qu'elles ressentent la pression qu'on doit faire tout ce qui est écrit dans... Puis je vous mens pas, elle est vraiment épais comme ça. Fait que j'ai l'impression que... je sais que c'est parti de plein de bonnes intentions, là, ce manuel-là, mais, tu sais, je me rappelle, là, quand j'avais mon bébé et tout, on dirait qu'on se met une pression. Oh, mais là, mon bébé, il pleure, mais là, il serait pas supposé parce que là, selon le livre, puis aussi avec les réseaux sociaux, écoute, puis, tu sais, les mamans tu sais, à la maison, il y a une pression là, qui font toutes les activités, qui font ça, qui font le bricolage, puis les lunchs, les beaux lunchs. Puis là, nous, on voit ça dans notre Facebook, dans nos fils de réseaux sociaux. Puis là, on est comme, ben, je suis pas de même, moi. Puis ben là, faudrait peut-être que je fasse plus ça. Puis là, faudrait que je fasse plus ci. Fait que veux pas, tu sais, la technologie, ça a du positif, mais j'ai l'impression que ça rajoute une pression. De devoir de performance. Puis on a aussi les femmes entrepreneurs qui nous aussi sur les réseaux sociaux qui nous boostent. Fait que là, encore une fois, tu disais les pressions des deux côtés, c'est comme... Fait qu'il n'y a pas d'équilibre, finalement, là. C'est comme si on est toujours bombardé, puis tu sais, je parlais de socialisation, les femmes ont été socialisées pour plaire, elles veulent plaire, elles veulent... Donc, je veux performer au travail parce que je veux qu'on m'aime, je veux être bonne à la maison, nanana, tu sais, je veux être une bonne mère, etc. Je vais-tu me faire comparer? Fait que j'ai l'impression que c'est comme si on s'en sort jamais, on est toujours bombardé, puis c'est comme si on se sentait un peu jamais à la hauteur. Fait que oui, on a lutté, mais c'est comme si notre historique du passé est encore là. Fait que oui, on a nos droits, mais notre historique nous suit. Fait que là, on a comme les deux. Fait que c'est comme si on s'était créé cette pression-là. Tu sais, bon, il y a des gens qui vont mettre, parce qu'ils ont besoin de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, donc ils vont le charger ça sur l'homme en soi. Mais finalement, si j'entends ce que vous dites, c'est peut-être la femme dans sa lutte. Mais c'est en tant que société, je pense. Que ce soit homme ou femme, c'est ce système-là qu'on a conjointement construit qui nous ont maintenus là-dedans. Tu sais, je vais tousser. Je pense à l'équité salariale encore, c'est beaucoup question d'argent dans la société dans laquelle on vit, fait que je le ramène. Mais dans un contexte où
t'as deux personnes, hommes, femmes, dans un couple, qui ont des enfants puis qui ont des volontés très féministes ou équitables. Mais à un moment donné, si quelqu'un doit couper dans ses heures pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de maman, de papa, on va couper nécessairement dans celui qui rapporte le moins d'argent à la maison. Ça fait juste du sens. Oui. Je ferais ce choix-là aussi chez nous. Puis c'est souvent la femme, pas parce qu'on décide que c'est la femme qui devrait s'en occuper, mais parce que ça coûte moins cher comme ça. T'sais. Elle a moins de salaire. Elle a moins de salaire. Fait que ça fait comme du sens parce que la vie coûte cher et tout. Fait qu'il y a tous ces systèmes-là qui nous maintiennent. Je pense qu'il faut effectivement pas décharger cette responsabilité-là sur des individus. Tu sais, tu parlais de ton père qui avait des propos. Il faut pas l'individualiser. Tu sais, cet homme-là faisait partie... Il a eu son histoire, il faisait partie de sa société. C'est ça. Fait je pense que c'est plus grand que... Pas que c'est plus grand que nous, on fait partie de ce grand-là, mais c'est une question de collectivité. On va aller faire une petite pause. On va voir si vous avez des questions dans la salle. Puis tout de suite après la pause, on va s'en aller justement dans les réseaux sociaux. Les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes en pensent? Et le nouveau mouvement, peut-être qu'il était là avant, mais c'est un mouvement qui fait un peu plus de bruit, qui est le masculinisme. Alors, à tout de suite. Alors, Caroline, nous avons un commentaire dans la salle, je pense. Oui. Excusez. Moi, une chose qui me fait vraiment peur, c'est tout ce qui se vend au niveau des enfants. Tout ce qui est vendu. Tu sais, présentement, on peut connaître le sexe du bébé avant qu'il soit né. On prépare les chambres. Si c'est un garçon, on le prépare d'une manière. Si c'est une fille, on le prépare d'une autre manière. Les jouets. Pourquoi on parle tout au masculin? Pourquoi on enseigne encore à l'école aux enfants en français que le masculin l'emporte toujours sur le féminin? Tu sais, moi, je mets l'emphase présentement sur tout le, je vais dire, brainwashing, je vais excuser l'expression anglaise. Lavage de cerveau. Lavage de cerveau des enfants très, très, très tôt. Je trouve ça malheureux. Bien, si je peux faire du pouce, je sais que nous, au CALAX, depuis quelques années, on fait la prévention scolaire, puis j'ai vraiment un atelier qui parle que de ça, des stéréotypes. Puis là, je leur dis, tu sais, on déconstruit, on dit, c'est quoi une fille? Puis là, je leur dis, allez-y d'un stéréotype, puis on déconstruit tout ça ensemble, on fait des liens, c'est sûr, avec la violence faite aux femmes, la pression, la montée du masculinisme. Écoute, on traduit même une chanson en anglais, là, puis en tout cas, qui écoute, qui est pas super respectueuse pour les femmes, mais tu sais, c'est... Puis je trouve que les jeunes, ils font quand même une prise de conscience de voir à quel point que c'est vrai. Tu sais, je leur dis, vous autres, les filles, c'est quoi que vous aviez quand vous étiez petites comme jouets? Tu sais, puis on dirait que, justement, vu qu'on est dans cette société-là, puis que c'est normal, puis qu'on se pose pas trop de questions parce que ça a toujours été comme ça, ben moi, j'ai une petite fille, ben je vais lui donner des poupées, une petite cuisinette. Je vous parle encore de socialisation, ça nous prépare déjà très tôt à c'est quoi notre rôle dans la société, hein? Un petit bébé d'un bras, une petite balayeuse, une petite cuisinette, la petite robe de princesse, on se maquille, les garçons avec les jeux de guerre, les sports, etc. Tu t'es fait mal, c'est pas grave. Fait que déjà, à notre plus jeune âge, on nous enseigne déjà c'est quoi être un gars, puis c'est quoi être une fille, tu sais. Fait que moi, je trouvais ça important dans le milieu scolaire qu'on en parle de ça, puis qu'on décortique ça ensemble parce que on a beau dire oui aujourd'hui, c'est plus comme avant, mais les stéréotypes restent encore. C'est juste qu'ils sont dissimulés par les réseaux sociaux, par justement la montée du masculinisme, mais les stéréotypes sont encore là, très, très, mais il y a une très forme présents. d'imposition sur le sexe. Sur le fait que tu aies un sexe féminin ou un sexe masculin, détermine sur quoi tu jouerais, avec quoi tu jouerais. Parce que, tu sais, si on le voit encore, un garçon qui joue à la poupée ou à la Barbie, tout de suite,
il va avoir un péjoratif sur lui, comme quoi il est efféminé, il va être homosexuel. Donc, on lui apporte déjà un stéréotype. Puis même si on essaie de combattre ces billets-là, des fois, il y a quand même une réaction. Bien qu'on n'ait pas pris le temps d'aller la lire. Tu vois un petit gars jouer avec une poupée, on dirait que ça déclenche quelque chose parce qu'on n'est pas habitué. Et de plus en plus, j'ose croire, là, mais tu sais, quand même. Puis tu sais, il y a le fait, effectivement, je suis pas mère, mais je suis tante, fait que j'observe de loin. Bien que les parents veulent être ouverts peut-être à ne pas genrer les activités ou les jeux de l'enfant, l'entourage, puis les influences extérieures contribuent c'est fort, quand même. Ça fait longtemps. Là, moi, je l'ai vécu avec mon garçon. En fait, moi, mon garçon, jusqu'à un certain âge, lui mettre les robes de princesse à sa sœur, puis il avait les cheveux longs, il se mettait des barrettes pour aller à l'école. Puis plus il a vieilli, puis c'est, tu sais, moi, j'ai toujours puis plus il le fait plus, tu sais. Fait que, tu sais. Les pères aussi. Puis juste les métiers, ce qu'on écoute à télé, veut pas, on est influencé partout. Fait que, tu sais, moi, je l'ai vécu, puis, tu sais, il me dit que, tu sais, c'est parce que, tu sais, ça y tente plus. Mais, tu sais, je sais qu'indirectement, il y a une pression de devoir être comme un certain standard pour les garçons, tu sais, sinon il va se faire traiter de, tu sais, de fif ou de quoi que ce soit, ou, tu sais, ça va être très négatif. Fait que, tu sais, c'est une forme de protection aussi pour puis on le voit plus pour les jeunes garçons, tu sais, parce que moi, souvent, je m'habille comme un gars, puis j'ai moins de commentaires qu'un garçon qui va s'habiller peut-être plus efféminé, là. Mais oui, il y a une pression. C'est ça, comme moi, j'ai beau éduquer mes enfants de la même façon, etc., non genrés. Mais la société fait son travail. Revient au galop. Malheureusement, c'est ça. Oui, parce que, tu sais, c'est quand même difficile de la naissance. Tu sais, bon, les gens vont faire des baby showers, des trucs du genre. Donc, ça fait tellement longtemps que la société a été bâtie d'une certaine façon que là, c'est de déconstruire tout ça. Ça va prendre aussi longtemps de déconstruire que de l'avoir construit, là. Donc, nécessairement, la pression sociale, elle va rester pendant encore longtemps. On a beau se battre contre cette pression-là, mais elle a été bâtie comme ça, cette société. Donc, c'est dur de dire on déconstruit du jour au lendemain. Mais au final, là, tu sais, tout type d'oppression où on va à l'encontre de la liberté des personnes, ça va dans le même sens. J'entends des violences envers les personnes, ben pas de ta part, mon Dieu, de ce que tu comptais par rapport à ton fils, là. Des violences auprès des communautés LGBTQ, puis c'est aussi beaucoup de violences racistes aussi, tu sais, tout s'imbrique quand même, puis je pense qu'à effort constant, ça va déjà être long, mais déjà, marchons dans le même sens, et puis là, c'est là qu'on va pouvoir commencer à avoir certains gains, mais du moment, je crois, qui reste des systèmes d'oppression dominants, c'est pas gagné pour aucune des communautés. Là. Parce que là, il y a un mouvement qui est là, puis tu vas pouvoir nous parler un peu de la jeunesse, comment est-ce qu'ils voient ces choses-là, parce que pour moi, quand que ce mouvement-là est apparu à la télévision, j'ai fait comme, ça vient d'où? C'est nouveau, ça? Mais probablement pas que c'était nouveau. Ça date depuis hier, peut-être, mais on en entendait peu parler. C'est le mouvement masculinisme, mâle alpha. C'est tout dans la génération, peut-être, de ce mouvement-là. Pouvez-vous nous en parler? Bien, mais comme on entend tout à l'heure hors émission, on jasait, c'est nous... Quand on regarde nos vidéos, c'est pas ça qui nous est proposé, hein, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Mais nos jeunes, tu sais, ça leur est proposé. Puis aussitôt qu'ils en regardent une, ben là, ils vont en apparaître de plus en plus. Donc oui, tu sais, il y a le masculinisme, puis il y a aussi toute la montée de la tradwife, la femme traditionnelle. Donc les jeunes femmes promouvoient ça, le retour aux valeurs traditionnelles, l'homme pourvoyeur, etc. Donc nos jeunes, ils sont exposés à ça à tous les jours. Puis là, ben ils entendent, là ils voient ça.
Puis souvent, ils vont s'identifier, tu sais, ça va être des hommes, des beaux hommes, tu sais, qui vont au gym, qui ont des belles blondes, qui ont de l'argent. Fait que, tu sais, veut pas, ils se projettent un peu dans leur regard, tu sais, parce que... C'est du marketing. C'est ça, c'est du marketing. Fait qu'ils embarquent là-dedans sans trop se poser de questions. Puis, tu sais, on peut se projeter à notre adolescence. C'est pas là qu'on avait le plus la pensée critique. Ben, c'est là qu'on se construit, en fait, en tant qu'être humain. On construit notre identité, surtout là. Hein? C'est là que c'est pour ça que moi, ça me... C'est inquiétant. Je trouve ça très inquiétant parce qu'ils sont en train de bâtir, justement, leur identité, tu sais, leur sens critique, leurs valeurs, leurs convictions. Bien sûr qu'il y en a qui viennent de notre héritage familial aussi, tu sais, puis de l'environnement dans lequel on a grandi. Il y a une grande partie de notre développement qui se fait avec qui on a côtoyé quand on était ado, jeune ado. Puis là, il y a cette donnée-là supplémentaire qui est très présente chez les jeunes, qui est ce qu'ils consomment sur Internet. Moi, ça m'est pas proposé. Là. Bien sûr que j'ai beaucoup des vidéos de chats, puis du contenu féministe, mais tu sais, ça, je l'entends. Par exemple, c'est proposé beaucoup aux garçons aussi, tu sais, parce que bien, moi, j'ai un conjoint qui a 33 ans aujourd'hui, puis bien que c'est pas son discours à lui, mais ça lui est proposé quand même. Puis, fait que des fois, j'entends, je suis là, mais qu'est-ce que t'écoutes là? Fait que puis les jeunes aussi, il y en a beaucoup. Puis pour ce qui est de la tradwife, parce qu'on le dit souvent en anglais, parce que c'est le nom du mot-clic. Ouais. OK. Mais la femme traditionnelle, ici, c'est... on dirait que je trouve ça triste de constater que je comprends cette réaction-là, dans le sens que oui, il y a une influence extérieure, mais quand ça fait des années, des décennies que tu te bats pour le droit des femmes, ça se peut que tu sois épuisé, que tu vois le monde autour, puis que tu dis que tu as cette pensée pessimiste-là, que ça ne changera pas. Puis dire, autant mieux ramer dans le courant. Ça va être moins épuisant. Donc, est-ce que, pour que je comprenne bien ce que tu dis, c'est de revenir aux valeurs traditionnelles, ça va être moins épuisant? Ben, c'est de ne plus. La lutte, c'est de ramer à contre-courant. Tu sais, tu rames à contre-courant. Fait que, oui, c'est sûr que c'est épuisant, mais c'est aussi. C'est la liberté, c'est le choix, c'est la justice, tout simplement, que de pouvoir avoir le choix, tu sais, en tant que femme, d'avoir une égalité des chances aussi. Mais je peux comprendre cette réaction-là qui vient des jeunes femmes. Tu sais, on leur a dit, on vous promet, tu sais, on a parlé en mal du féminisme, fait qu'on vous promet que ça va être difficile, que vos droits sont pas respectés, puis que peu importe les efforts que vous faites, ça ira pas dans le bon sens. Si on leur rentre cette idée fausse-là dans la tête, je comprends qu'elles veulent pas se battre. Comme une forme de protection, au final. Oui, exactement. Parce que, tu sais, souvent, je le dis, une fois que tu as réalisé toutes les luttes à faire, ça fait mal, ça fesse. Ça fesse au quotidien dans notre vie. C'est une vocation, être féministe. Mais c'est vrai, ça peut même devenir lourd parce que plus tu es au fait de ce qu'il reste à faire, plus tu te rends compte que le travail il est pas gagné. Fait que ça peut être des fois une forme de protection, de faire comme, ben moi, puis je fais ma petite vie, puis je fais ça, puis comme ça, au moins, je suis pas confrontée au quotidien à quelque chose qui vient heurter mes valeurs, mes droits, tu sais, ma vie en tant que femme, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il y a aussi peut-être une forme de protection de ces femmes-là. Puis, tu sais, je le vois dans les... Tu sais, moi, j'ai une majorité de clientèle adolescente, puis ça me heurte de voir à quel point elles ressentent encore qu'elle doit faire le devoir conjugal. Encore aujourd'hui chez les adolescentes. Recommence ça, là. Oui. Une obligation. Une obligation. Puis, tu sais, je sais que la pornographie aide pas là-dedans, etc. Mais les jeunes filles se sentent obligées et
avec la montée du masculinisme, les jeunes hommes, tu sais, c'est souvent inconscient, mais mettre cette pression-là aussi. Puis les jeunes filles se sentent obligées d'avoir des relations pour garder leur chum, pour si. Fait que, tu sais, la notion du devoir conjugal, il est juste changé de mot, là, dans le fond, mais il est encore très présent, malheureusement, chez les jeunes générations. Pouvez-vous nous parler un peu, justement, du mouvement masculiniste? Qu'est-ce qui se dit? C'est quoi les propos? Parce que quand t'es pas dans ce réseau-là, t'en entends pas parler. Mm-hmm. Et là, selon vos propos, c'est vraiment la jeune génération qui est visée à interchanger leur discours, leur façon de penser, leur regard sur l'avenir, qui se décide dans l'adolescence, là. Oui. Mais c'est quoi le gain? Quel gain les hommes ont-ils de revendiquer ainsi? Mais les hommes, ils ont des gains depuis toujours tu sais, je veux dire, notre société patriarcale, je veux dire... C'était dans leur intérêt. Pourquoi c'est si difficile de changer les choses? Mettons qu'on va se le dire, c'est que ces personnes-là, ces hommes-là ont des gains à ce que la société fonctionne comme ça encore aujourd'hui. Pour les postes, pourquoi veulent-ils une femme à la maison? Pourquoi veulent-ils... Pour pouvoir, eux, au niveau carrière, être plus libres et... Ben, c'est une forme de pouvoir aussi, je pense. C'est un certain standing, moi, je pense, chez certaines personnes. Puis, tu sais, en Abitibi, on a encore beaucoup ça, là, l'homme qui travaille. Puis ça les dérange pas de devoir économiquement faire vivre une femme? Ben clairement pas, non. Dans le masculinisme, dans le mouvement masculiniste, mais dans le mouvement, est-ce que c'est ça? Le mouvement masculiniste prône qu'il y ait une crise de l'identité masculine. Mm-hmm. Il parle beaucoup d'une énergie masculine et d'une énergie féminine. Fait que c'est très binaire. Peut-être que justement des gains au niveau des communautés LGBTQ et de l'identité de genre non binaire et tout ça comme fait peur à certains. Fait que là, il y a l'idée qu'un homme, ils sont un peu dans l'esprit de là, revenons à ce qui est naturel, tu sais. Puis ce qui est naturel pour eux, ben c'est qu'un homme, ça a de la carrure, que ça remet sa femme à sa place, que ça ramène l'argent, c'est un pourvoyeur. Ils ont l'impression que les mouvements sociaux qui prônent la liberté des femmes, des hommes individuels, bref, va nuire à l'équilibre naturel des choses qui seraient genrées, tu sais. Puis une femme, dans son énergie féminine, suit le leader qui est masculin. Tu sais, fait que là, c'est comme si on avait défait les cartes et que ça ne fonctionnait plus. Ils disent que les hommes qui se développent dans la société actuelle, qui disent certains qui est matriarcale, c'est vraiment là, de détruire un peu l'éducation des hommes. Puis que c'est ça, la crise des hommes. Moi, ce que je vois comme crise des hommes, puis là, tu sais, je parle dans mon nom ici, là, c'est plutôt qu'on n'aura pas laissé le droit de vivre leurs émotions. On les a tais. On leur a dit que un homme, ça pleure pas. Ça pleure pas, ça vit pas des grosses émotions. Puis quand ça les vit des grosses émotions, c'est correct qu'il écrit, tu sais, puis qu'il frappe. OK, oui. Je pense pas, moi, en tout cas, puis là, je suis une femme, mais je pense pas que c'est bien vécu du bord des hommes non plus. De pas pouvoir avoir eu le choix de se développer comme ils voulaient, tu sais. Là, on essaie de ramener encore plus un système très, très normatif de ce qu'est une femme, ce qu'est un homme. Fait que c'est ce discours-là, les masculinistes veulent qu'il y ait un retour à ce qu'ils considèrent normal. Et puis, ce qui est inhérent à ça, c'est le fait qu'un homme a un contrôle sur une femme. Et c'est tout. Ça parle pas de relations... Encore là, c'est encore des relations très hétéronormatives. Il n'y a pas un gars avec un gars, une femme avec une femme, une personne non-binaire avec une personne d'un autre sexe. Donc, c'est pas juste envers la femme, mais c'est envers toute la nouveauté qui se passe là sur le marché, qu'on soit homosexuel, qu'on soit non-genré ou autre. Ouais, ils pensent qu'on c'est la peur contre tout cet aspect-là pour pas transformer l'homme tel qui est supposé d'être. Puis il y a beaucoup, se base beaucoup sur les
Ben, j'allais dire les écrits religieux. Tu sais, la religion, en quelque part, aussi, a été interprétée par des hommes. Il y a la religion, mais il y a la façon dont on l'a interprétée aussi. Fait que ça base beaucoup sur ces discours-là religieux. Puis, il y a l'antiféminisme dans la vie. Puis une de ces sous-branches est le masculinisme. Fait qu'il y a quand même les discours antiféministes qui existent depuis que le féminisme existe. En fait, tout simplement, c'est un ressac de sensation de perte de ses droits, puis tout ça. Ben, en fait, pas de perte de droits, mais je pense que certains hommes qui avaient le pouvoir plus facilement sur les femmes, dès que les femmes gagnent du pouvoir sur elles, nécessairement, eux en perdent sur elles. Fait qu'il y a une sensation de perte de droits. Sur un droit qu'ils n'auraient jamais dû avoir. En fait. Ce serait bien de les entendre, les hommes. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de ça, là? Ouais. Puis, je me disais, là, on a eu comme une étape aussi où tu disais, bon, les femmes, c'est ça, on a 2 rôles à jouer, puis tout ça. Mais j'observe aussi les gens qui se séparent. Et je vais dire honnêtement que j'ai entendu des femmes me dire, je les ai entendues, mais qui disaient, ben j'ai ma semaine. J'ai ma semaine de congé pendant que le papa est avec les enfants. Et j'ai entendu des papas dire, ben j'ai ma semaine de congé. Et ça, c'était comme un temps pour soi. C'est comme si, à quelque part, dans la vie de couple, on n'arrivait pas à trouver du temps pour soi, pour chacun. Puis j'ai une nièce qui a accouché là, il y a 2 ans, puis elle disait, moi, je veux pas être juste une mère. Je veux pas être juste une épouse. Je veux être une femme de carrière. Je veux tout ça, tout ça. Elle est très chanceuse. Elle a les grands-parents à côté qui prennent la relève constamment, mais c'est pas le cas de toutes les femmes. Alors, on a aussi cette... et je pense que pour les hommes aussi, d'avoir de leur espace, comme pour les femmes, d'avoir leur espace. Alors, là, c'est comme si on devait le faire en dominance ou... Tu sais, comment on devrait le faire en égalité? On n'y arrive pas, on dirait, là. Je pense qu'il faut laisser l'espace d'avoir un réel choix. Dans le sens où tout n'est pas 50-50. Si le système de couple là, décide que il y en a un qui va être plus axé sur telle affaire parce que naturellement, on a nos forces et tout, soit, tu sais, ce sera ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui jouissent de toute la chance qu'ils ont de pouvoir faire partie de l'éducation de leurs enfants, puis de passer des temps avec leurs enfants, puis tout ça, qu'on leur a pas nécessairement... pas qu'on leur a pas donné le droit, mais je pense qu'il était attendu ailleurs, tu sais. On va pas perdre notre temps avec ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a de la beauté là-dedans, dans cette atteinte à tu sais, il y a pas si longtemps, là, quand j'étais petite, là, un homme qui s'occupait un peu de la maison, on appelait ça un homme rose. Ah oui, il y avait un stéréotype. C'est vrai, là. Ouais. Tu sais, pourtant, je veux dire, c'est comme si, là, il y avait une couleur féminine, vu que, là, il aidait sa femme à la maison, tandis que, tu sais, c'est... À nettoyer les assiettes que lui et tout, il a le sali, là. Ben, c'est un travail d'équipe. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai 38 ans, là, ça fait pas si longtemps, mais on appelle ça des hommes roses, tu sais. Fait qu'on voit que... on voit quand même qu'il y a une avancée, malgré que la charge mentale est encore plus vers les femmes. Mais tu sais, c'est ça. Si on avait parce que l'émission s'achève. Non. Alors, si on avait à mettre quelque chose de positif dans l'avenir, ça serait quoi? Je dirais que, là, au niveau du droit des femmes, l'atteinte de l'équité, de l'égalité, de l'équité, bref, dépendamment de la sphère dont on parle, des femmes et des hommes, va permettre, puis c'est un peu mon discours tout le long là, de l'émission, mais à l'atteinte d'une équité aussi sociale entre les humains, entre les femmes entre elles, entre les hommes entre eux, mais peut-être d'éviter aussi des discours très, très normatifs où
il n'y a pas une sorte de personne dans la vie. Hein. Il y en a tout autant que de monde. Ça va permettre à ce que ces gens-là puissent s'épanouir, être heureux. Fait que je pense que c'est dans ce sens-là qu'on travaille. On veut, ouais. Pour toi, Vanessa? Ben moi, c'est ce qui me donne espoir. Je vois la différence du discours dans les milieux scolaires. Donc, quand je faisais la prévention il y a 10 ans versus aujourd'hui, je vois une évolution dans le discours. Fait que ça me donne de l'espoir. Puis, il y a de plus en plus d'hommes qui sont alliés avec nous, qui viennent sortir les pancartes, qui viennent militer avec nous. Fait que, tu sais, ça me donne espoir parce qu'on a besoin de tout le monde. On n'a pas juste besoin des femmes pour cette cause-là, on a besoin de toute la société. Fait que moi, j'aime ça, tu sais, quand je vois les jeunes, quand je vois les hommes, quand je vois, tu sais, des gens de différents milieux venir relever les pancartes, puis, tu sais, ça me donne l'espoir là, pour le futur. Pour toi, Louise? Ben, pour moi, là, il y a une mesure, ça, c'est plus le côté des femmes, là. Il y a une mesure qui s'appelle Chapeau les filles, qui prône et qui soutient financièrement des femmes qui vont dans des métiers non traditionnels. Et ça, c'est une mesure que je trouve qui permet aux femmes d'aller voir autre chose. Mais pour l'avenir, je pense que c'est le respect qu'il faut ramener. Le respect des gens qui ont des pensées différentes des nôtres et pour lesquels on va demander de comprendre pourquoi ils ont des pensées différentes et de nous pouvoir exprimer nos pensées et souhaiter que les gens qui nous écoutent nous respectent aussi. Hey, merci à vous trois. Ça fut très intéressant. Absolument. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Écoutez, pour le dernier épisode, la semaine prochaine de la saison. Alors, sur la note que j'aimerais terminer, vivre et laisser vivre. Ça serait ça, la société. Il me semble que ça serait tellement simple. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Bye.